Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On attend encore ce matin la validation officielle d'Israël, mais l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza devrait entrer en vigueur ce dimanche. Hier déjà, le président israélien Isaac Herzog s'est félicité de ce compromis. En tant que président de l'État d'Israël, je le dis de manière très claire, c'est un bon choix. C'est un choix important, un choix nécessaire. Il n'y a pas d'obligation morale, humaine, juive ou israélienne plus grande que de ramener nos fils et nos filles parmi nous pour qu'ils puissent récupérer chez eux ou être enterrés. Isaac Herzog, le président israélien qui salue cet accord passé avec les terroristes du Hamas pour libérer les otages retenus depuis 15 mois dans la bande de Gaza. Bonjour Frédéric Simon. Bonjour à tous. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. Que contient exactement ce compromis ? Eh bien, l'accord prévoit la libération de 33 des 98 otages détenus par le Hamas et d'autres groupes terroristes. Des libérations échelonnées en plusieurs étapes pendant une période de trêve des combats de 42 jours. Les 33 captifs concernés, dont la moitié environ seraient encore en vie, sont les enfants, les femmes, les hommes âgés d'au moins 50 ans et les hommes plus jeunes, blessés ou malades. Parallèlement à ces libérations, l'armée israélienne se retirera graduellement de plusieurs positions qu'elle a investies dans la bande de Gaza. Un retrait partiel de la zone frontalière entre le territoire gazaoui et l'Égypte est envisagé. En outre, les civils gazaouis seront autorisés à regagner le nord du territoire et des centaines de détenus palestiniens seront libérés. Alors justement, côté israélien, Frédéric, il y a une inquiétude quant au profil des prisonniers palestiniens que les autorités israéliennes s'apprêtent à relâcher. Oui, c'est l'une des raisons pour lesquelles en Israël le soulagement n'est pas complet. Parmi les quelques 1000 prisonniers palestiniens qui seront libérés dans les prochaines semaines, des terroristes condamnés à de lourdes peines et qui n'ont pas renoncé à leur idéologie extrémiste. Certains d'entre eux, considérés comme les plus dangereux, seront expulsés vers le Qatar ou la Turquie, ce qui ne les empêchera pas, d'ailleurs, selon les experts, d'éventuellement planifier des attentats depuis l'étranger. En 2011, 1 millier de détenus palestiniens avaient été libérés en échange d'un seul otage, le soldat Gilad Shalit. Parmi eux, un certain Yahya Sinwar, devenu depuis le chef du Hamas à Gaza et l'instigateur des massacres du 7 octobre 2023. Frédéric Simon en direct de Tel Aviv pour Europe 1. Donald Trump et Joe Biden, dont les deux émissaires ont participé aux négociations, se félicitent chacun de leur rôle dans ce compromis. Réaction par ailleurs sur X hier soir d'Emmanuel Macron qui souligne d'abord son soulagement immense pour les Gazaouis, puis son espoir pour les otages et leurs familles, notamment Ofer Calderon et Ohad Yahalomi, les deux franco-israéliens retenus à Gaza. Des otages dont les familles, on l'imagine aisément, trépignent d'impatience. Ah oui, hier soir en Israël, on a pu assister à des scènes de liesse, une joie incommensurable, teintée tout de même d'une forme de prudence, car la plupart craignent de se réjouir trop vite et attendent de retrouver leurs proches pour y croire vraiment, Maxime Gondelot. Oui, cette annonce sonne peut-être la fin d'une attente interminable pour les familles des otages. Sabrina est une proche d'Ofer Calderon, 53 ans, un des deux franco-israéliens retenus par le Hamas. On a pleuré, on était joyeux, on ne sait même pas s'il est mort ou vivant. Tous nos espoirs sont pour qu'il rentre vivant et qu'il se réunisse avec sa famille, ses enfants qui l'attendent. On ne veut pas être trop heureux par rapport à l'annonce. Il y a eu des cas où tout s'est inversé, alors on attend les premiers échanges, on ne sait pas dans quel état il sera. Certains pleurent quand d'autres prient dans les rues. L'espoir est grand. Ariane espère que le mari de sa petite cousine Adi va revenir. Normalement, il serait dans la liste des otages libérables. On n'en sait pas beaucoup plus. Tant qu'on ne l'aura pas touché, on ne sera pas 100% sûr. C'est trop... C'est vraiment incroyable. Évidemment, on est très excités. On y croit vraiment, du coup. C'est ce dimanche que la première phase du plan doit rentrer en action avec la libération des 3 premiers otages. Maxime Gondelot. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h05. La politique en France, le baptême du feu pour François Bayrou. Le Premier ministre à l'épreuve cet après-midi, 15h, de sa première motion de censure. Oui, à l'initiative des Insoumis, écologistes et communistes. Cette fois, il ne devrait pas pouvoir compter sur le soutien du RN qui préfère, comme pour Michel Barnier, laisser au nouveau locataire de Matignon le temps de faire ses preuves. En revanche, la question se pose pour les socialistes. Ils se réunissent à midi pour décider s'ils voteront ou non la censure. Et ce sont surtout les concessions de François Bayrou sur les retraites qui vont faire pencher la balance. Concession plutôt floue. Le locataire de Matignon a accepté de remettre la réforme sur le métier. Quelle est la suite, Arthur Delaborde ? Première étape, demain à 11h, François Bayrou réunira les partenaires sociaux pour fixer le cadre et la méthode des négociations. Elles débuteront vraiment d'ici quelques semaines lorsque la
Cour des comptes aura publié ses chiffres sur le financement du système. À partir de là, syndicats et patronat auront 3 mois pour discuter sans tabou. Pas même l'âge de départ à 64 ans, promet le Premier ministre. Ensuite, soit les partenaires sociaux trouvent un accord et le texte sera soumis au Parlement, soit ils n'arrivent pas à s'entendre et dans ce cas, la réforme d'Elisabeth Borne continuera à s'appliquer. François Bayrou a aussi évoqué hier une 3e hypothèse aux contours assez flous. Si nous identifions des changements possibles et positifs sur lesquels il est possible de discerner des progrès, nous les présenterons au Parlement dans un projet de loi. Pas de détails concrets donc à ce stade sur cette 3e voie. Elle est en tout cas jugée insuffisante par les socialistes. Le PS réclame qu'un texte sur les retraites soit présenté au Parlement, quelle que soit l'issue des discussions entre les partenaires sociaux. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Alors sur le thème de l'immigration maintenant, lors de sa déclaration de politique générale mardi, François Bayrou a dit, ouvrez les guillemets, que c'était d'abord une question de proportion. Oui, et le Premier ministre de donner cet exemple très concret, écoutez. L'installation d'une famille étrangère dans un village pyrénéen ou cévenol, c'est un mouvement de générosité qui est suscité et qui se déploie. Mais que 30 familles s'installent et le village se sent menacé et des vagues de rejet se déploient. Voilà les mots de François Bayrou qui ont une résonance très particulière dans la petite commune de Chappey dans les Yvelines. 1300 habitants, pas de commerce, pas d'infrastructure, une vie très tranquille. Et pourtant, c'est là que le département des Yvelines veut installer un camp précaire d'une centaine de mineurs isolés en situation irrégulière. Les habitants ne comprennent pas, certains craignent le pire. Reportage Europe 1, Théo Grévin. Quelques chevaux dans un pré, une dizaine de maisons individuelles et d'ici quelques mois, 25 mobil-homes, des locaux communs ou encore un terrain de sport pour une centaine de mineurs isolés. Le pavillon de Frédéric se trouve à quelques mètres de l'emplacement concerné. Ces jeunes n'auront pas de véhicule pour circuler, ils vont devoir transiter à pied, mais pour aller où ? Beaucoup de questions restent sans réponse. La mairie aussi s'oppose au projet, elle a lancé une pétition. Dans le hall d'accueil, des habitants viennent la signer tour à tour. Geneviève, 77 ans. Moi, je suis inquiète. Vous voyez, tous les jours, il y a des tueries en France. Ça fait peur. Et c'est des jeunes qui ne doivent pas être très bien dans leur tête non plus. Faut pas se leurrer. Des craintes pour la sécurité. Le maire dénonce, lui, ce projet mené dans son dos et interpelle le département. C'est quoi un village avec des bungalows ? Soit c'est un camping de luxe, mais au fond c'est quoi ? On va camper les gens avec une barrière autour. Je trouve que la symbolique est terrifiante. Inquiétude partagée par Virginie, elle habite dans le cœur du village. Je trouve que ça a été pris comme décision de manière assez irréfléchie, sans respect et dignité ni pour ces jeunes, ni pour les habitants du village. Des habitants déterminés, certains avouent être prêts à occuper le terrain pour empêcher l'installation des bungalows. Théo Grévin. Et puis le football sur Europe 1 et la Coupe de France avec une surprise hier soir. Oui, les joueurs de Bourgoin-Jallieu ne réalise peut-être toujours pas ce matin. Hier soir, cette équipe de National 3, l'équivalent de la 5e division, a éliminé l'Olympique lyonnais en 16e de finale. 4 tirs au but à 2 après un score final de 2 partout. Pour l'OL, 6e de la Ligue 1, c'est une humiliation. Son entraîneur Pierre Sage. La honte, tout simplement. Dans ce genre de match, on met en jeu notre honneur et notre fierté. Et visiblement, ce ne sont pas des éléments qui étaient si importants pour nous pour qu'on les laisse en péril comme ça. Donc pour moi, ce qu'on vient de vivre ce soir, c'est une réelle tragédie. On avait un boulot à faire, c'est le cas de le dire, puisque je leur ai dit autant chaque jour de votre vie, je vous souhaiterais de prendre du plaisir sur le terrain, mais dans un match de Coupe de France, quand on joue face à une équipe qui joue 4 niveaux en dessous, on est au travail. Et donc là, on a un travail à faire. Et aujourd'hui, on est passé à côté de notre mission principale qui est de jouer au football pour l'Olympique lyonnais. L'amertume de Pierre Sage, l'entraîneur de l'OL. Ça passe en revanche pour Paris. 4-2 hier soir face au petit club d'Espaly. Les amateurs ont donné du fil à retordre au leader de la Ligue 1. Ils nous ont mis en danger. Bravo à eux, a déclaré l'entraîneur du PSG, Luis Enrique. Un petit mot de tennis, l'Open d'Australie. 5 Français au 3e tour. Qualification ce matin de Gaël Monfils et Corentin Moutet. Défaite en revanche de Varvara Gracheva. Plus aucune Française en lice. Merci beaucoup Fanny Marceau. C'était votre journal.